Bonjour, chers humains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au balado des bulles familiales. Un balado qui va à la rencontre de gens extraordinaires qui participent favorablement au tissu social de la protection de la jeunesse. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un 15e épisode. Il fait tellement beau dehors, je suis contente. J'ai réussi ma première année au bac en travail social. En plus, j'ai été acceptée pour Force Avenir dans la catégorie éducation et communication. J'ai reçu un beau certificat de l'Université de Sherbrooke qui reconnaît vraiment les valeurs positives de mon balado. Merci vraiment beaucoup. Puis, je suis très reconnaissante d'être parmi vous parce que j'ai eu un petit épisode assez stressant par rapport à ma santé. J'ai eu l'influenza qui a dégringolé rapidement vers une pneumonie dans les 2 poumons. J'ai été apportée d'urgence aux soins intensifs en ambulance. J'ai tellement eu peur pour ma vie. Je m'attendais vraiment pas à ça. Tu sais, je suis jeune, en santé, je fume pas, je vais au gym. J'avais un virus inconnu dans mon sang. Juste ouvrir les yeux, c'était tellement demandant. Juste parler, c'était tellement demandant. Fait que c'est vraiment un privilège d'être avec vous aujourd'hui. De base, je vois vraiment le positif partout. Puis là, je vois vraiment encore plus le positif. Je me ramène vraiment encore plus à l'essentiel. Puis c'est aussi les valeurs de mon prochain invité pour le 15e épisode. Un entrepreneur prospère au grand cœur, Martin McNichol, qui se ramène vraiment à l'essentiel de la vie. Il nous explique son parcours entrepreneurial, tous ses défis, ses échecs, comment il a réussi à les surmonter, même en étant un ex-placé de la protection de la jeunesse. C'est vraiment un beau parcours entrepreneurial. Il y a vraiment eu des rencontres significatives qui l'ont aidé dans son cheminement. Il va vraiment aussi nous donner les trucs qu'il a donné à ses élèves, de comment que lui, ça lui a facilité la vie. C'est des beaux trucs. Vraiment, il y a une belle expérience. C'est un être humain, terre à terre, empathique, vraiment. Puis, pour sa retraite, sa presque retraite, vous allez comprendre, parce qu'il travaille encore beaucoup, il a décidé de utiliser toute son énergie, ses passions, ses ressources pour créer la distillerie des Cantons. Il va faire un whisky québécois vraiment extraordinaire. J'ai adoré mon entrevue avec lui. C'est vraiment un homme inspirant. J'espère que vous allez apprécier l'écoute de cet épisode autant que moi. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Je vous remercie d'être là avec moi. Puis, je vous souhaite une belle journée. Bon matin, Martin. Bonjour Marie-Pierre. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien. Merci tellement d'avoir accepté mon invitation pour l'entrevue, là. C'est un privilège. Ça me fait plaisir d'être avec toi ce matin. Parce que je sais que tu es vraiment très, très, très occupé. Et on fait du temps pour les choses importantes. Donc, je suis là avec toi. T'es fin. Moi, je t'ai découvert, dans le fond, je cherchais des informations sur la fondation de la DPJ. Puis, ton nom, il a popé. J'ai vu que tu t'es impliqué à la fondation de la DPJ. Puis, Oui. tu as vraiment été un des donateurs les plus importants, je crois, ou le donateur le plus important à ce jour. Je ne sais pas encore si c'est d'actualité. Donateur individuel. Donc, l'année où je l'ai fait, j'étais le plus gros donateur individuel. Puis, ça a eu un effet boule de neige parce qu'il y en a eu plein d'autres après qui sont arrivés et qui ont dit « Ah, moi aussi, je suis capable. » Donc, ça a été le début d'une réaction en série. C'est ce qu'on voulait faire aussi avec la fondation.
Oh wow, c'est donc bien malade ça, c'est le fun. Puis parle-moi donc de ça, qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer dans la fondation de la DPJ? Pourquoi t'as voulu faire ça? Mais Marie-Pierre, comme on en a parlé un petit peu déjà, moi, je suis un jeune de la DPJ, hein, plus très jeune maintenant, à 57 ans bientôt, mais Mm. j'ai passé par le système de la DPJ. Mm. Puis, je te dirais, il y a quelques années, un bon ami à moi était impliqué au niveau de la fondation du Centre jeunesse de Montréal. Mm. Et je me suis impliqué avec eux et au moment où moi j'étais sur le conseil d'administration de la fondation, on l'a transformé. OK. Donc, la fondation du Centre jeunesse de Montréal, qui était juste pour un centre jeunesse, on l'a transformé à ce qui s'appelle aujourd'hui la Fondation des jeunes de la DPJ. Donc, on a pu lui donner un mandat provincial avec les ressources qu'on avait, parce à Montréal, on a l'avantage d'avoir beaucoup de gens d'affaires, Mm. je te dirais, qui est un avantage par rapport aux régions, des fois, Mm. où c'est plus difficile d'avoir une grande concentration de gens d'affaires. Donc, ce qu'on a réussi à faire, c'est regrouper plein de gens, des organismes, entre autres du Canada anglais, parce qu'à Montréal, on a beaucoup de gens qui parlent anglais, entre autres dans la fondation. Ah oui, Donc, OK. on a la capacité, avec la Fondation des jeunes de la DPJ, d'aller chercher plus de fonds. Mhm. Et ce qu'on fait, c'est qu'on redistribue ces fonds-là aux autres projets à travers les autres fondations Mhm. et à travers les autres centres jeunesse au Québec. Donc, super intéressant comme modèle. Puis, lorsque j'ai quitté il y a quelques années la fondation, le conseil d'administration, j'aurais laissé un don. OK, Un OK. petit cadeau de départ. Ah wow, OK, OK. Je savais pas que tu avais fait ce cadeau-là après avoir quitté. Wow, c'est beau ça, c'est un beau geste. Puis c'est vraiment ton idée quand tu t'es impliqué dans le CA de dire, hey, il faut fusionner, il faut devenir plus gros, il faut aider plus ou On c'est. avait, souvent, c'est un truc commun, puis moi, je suis un gars de grande entreprise, d'organisation, Mhm. puis ce qu'on réalisait au conseil d'administration, c'est que il y avait beaucoup de projets et de barrières imaginaires entre les centres jeunesse. OK. Puis ce qu'on se disait, comment on fait pour aller plus loin? Comment on fait pour aller chercher des fonds au Canada anglais, dans d'autres provinces au niveau canadien, puis ramener ça au Québec et Mm. le distribuer. Mm. Puis ça, c'était un peu l'objectif. Puis quand tu l'appelles la Fondation du Champ de jeunesse de Montréal, peu importe le nom de la fondation qui cible un organisme ou une institution en particulier, Mm. ça peut amener à confusion. Donc, c'est là où le changement de nom est arrivé, le changement de brand, si Mhm. on veut, et le changement surtout stratégique. Fait que c'était le résultat d'une revue stratégique de la mission de la Fondation. Puis c'est des choses que j'aime faire. Ça s'est donné que j'étais là quand ils l'ont fait et Mm. j'ai pu contribuer là, à l'exercice. Ben oui, c'est ça. Puis toi, tu as de l'expertise justement dans les grandes envergures, comme tu disais, les entreprises, puis Les grandes créer, entreprises, oui. grossir. Tu m'en parlais un petit peu de ça, de ton expérience, de ton parcours entrepreneurial. Oui, bien, écoute, c'est intéressant comme parcours. Puis des fois, tu sais, on est plus vieux, là, on regarde en arrière les moments, Mhm. les différents moments qui ont amené à, à ce que je fasse partie de ces organisations-là. Mm. Mais si on revient en arrière, moi, comme je disais, j'ai passé à travers le système, si on veut, des familles d'accueil. Ouais. Famille éclatée, 4 enfants, les 2 plus jeunes restent avec la mère, les 2 plus vieux, dont moi et mon frère plus jeune que moi, on se retrouve avec mon père qui lui dit, moi, je vous veux pas nécessairement. Ah, OK, c'était Donc, on ça. se retrouve, ben oui, on se retrouve dans le système. OK. Donc, et 5 familles d'accueil plus tard, j'ai 17 ans et ce qui est le fun, le système fonctionne quand même. Évidemment, c'est pas une organisation qui distribue de l'amour, ça distribue des endroits pour que les jeunes restent. Des Ouais. fois, il y a des familles qui sont des jeunes qui sont chanceux qui attrapent des familles où ils ont un peu plus. Moi, c'était Mm. plus transactionnel. OK. Mais à 17 ans, j'étais dans un foyer de groupe supervisé, donc Mhm. un appartement supervisé. Mhm. Et de là, après ça, j'ai pu partir en appartement. Donc, au cégep, 17 ans et en appartement. Ça rime. Et pour moi, j'étais chanceux parce que à la base, j'étais bon à l'école. Donc, c'était mon superpower. Je n'avais pas besoin d'encadrement ou beaucoup d'encadrement. Mm. En tout cas, c'est ce que je pensais avant d'arriver au cégep. C'est tout Avant à que les ça. avant que les distractions du cégep arrivent. Mm. Donc, au secondaire, j'avais des notes ordinaires.
Au cégep, ben, j'avais pas d'habitude d'études, donc j'ai coulé tous mes cours de maths au cégep Non, à pas ma vrai. première session. Probation, là, ça va pas bien parce que, tu sais, un jeune de la DPJ, quand tu sors, tu as droit à toutes les pré-bourses. Ouais. Fait que le système est vraiment bien fait pour ça. Donc, moi, je vivais des parties de cégep et des voyages de ski. Euh, donc là, couler les deux cours, puis un passé sa fesse dans la première session, ça va pas bien parce que ça Mm. coupe les vivres. Donc là, j'ai Ouais. dit, bon, là, il faut que je me ramène. J'étais en sciences pures, c'est ce qu'on appelait ça dans le temps, là. Mhm. Et j'ai vu que je n'étais pas capable de faire ça sans structure. Donc, j'ai fait une session plus relax. Puis j'ai trouvé une gang qui joue aux cartes à la cafétéria qui était en électronique. Puis je trouvais ça cool. Fait que je me Ah, suis joint avec eux pour faire un deck technique. C'est oh, vraiment wow. la raison. Ils jouent au trou de cul dans la cafétéria, c'est le punsic. Fait Oh. que c'est ça qui m'a amené vers ma carrière. Mais j'ai fait un deck technique de 3 ans au cégep, donc ça m'a donné 4 ans de plaisir au cégep Huntsic. Mm. Mais tout d'un coup, parce que tu es en électronique, les cours de maths, c'est les mêmes cours de maths, sauf qu'au lieu d'être quelque chose de théorique, ben, c'est une charge de condensateur ou une intégrale, Ok, puis ouais. une dérivée. Ben, ça a un sens au niveau électronique. Un Ben signal oui. sinusoïdal, c'est un courant alternatif. Donc, tout d'un coup, moi, ça a cliqué. Mm. Et avec un petit peu plus de rigueur au niveau de l'étude, mais j'ai réussi à terminer mon cégep facilement. Donc, j'avais du succès. Et à la fin de mon cégep, les gens de l'École de technologie supérieure sont venus, qui est l'Université du Québec. Ils venaient d'être acceptés comme un programme d'ingénierie et qui offrait directement, on pouvait passer du cégep directement à l'ETS sans avoir les cours traditionnels de mathématiques et de chimie physique. Ok. Donc, c'est ça. Donc, je suis allé à l'ETS, puis j'ai gradué 4 ans plus tard, ingénieur en production automatisée. Donc, ça a été un peu mon parcours d'école. Mais encore là, avec les pré-bourses, hein, les pré-bourses qui ont été une constante Ben oui. là-dedans. Puis quelque chose à pas sous-estimer aussi au niveau de mon attitude là-dedans, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, Mm. j'étais dans les cadets. Oui, c'est ça que Dans tu les disais. cadets. Ouais. Ouais. Donc, Sentiment ça a été, d'appartenance. ça a été mon sentiment d'appartenance, définitivement. Puis quand je suis rentré au cégep, je suis rentré dans la réserve du Royal Ah. 22e Régiment. Donc, j'ai continué, j'ai fait mes cours d'officier. Donc, au long de mon cégep, je travaillais dans la réserve. Donc, j'allais l'été faire mes cours d'officier. Donc, j'ai gradué lieutenant d'infanterie. J'ai gradué officier et j'étais lieutenant d'infanterie au Royal 22e Régiment. Dans tout ça, donc, j'ai quand même une structure Ouais, et la l'armée a beaucoup discipline. aidé Ouais. et au niveau de la discipline, au niveau de l'éthique, au niveau du travail. Donc, ça, c'est toutes des choses qui m'ont aidé dans, dans ma trajectoire. Mhm. Mais pour en venir avec le corpo, donc je finis l'université un peu cocky. Euh, tu penses que t'es bon. Fait que je trouve ma première job, puis je me suis fait mettre dehors après 3 mois. Ben Donc, non. j'ai perdu ma première job, mais solide, puis gradué en 93, il n'y avait pas tant de jobs que ça. Mhm. Non, c'est Et ça. donc, je suis retourné dans l'armée durant un été. Ok. Puis, dans la réserve, il y a beaucoup de gars et de filles là, qui sont l'été dans l'armée, puis durant l'année, ils sont profs de cégep. Ah. Fait qu'après mon été à donner des cours à Valcartier, je suis revenu, puis j'ai été accepté comme prof de cégep au cégep Lionel Groupe. Ah. Donc, fait que j'ai commencé comme prof de cégep Ah. après mon premier échec, Wow. donner des cours d'électronique et d'informatique. Ok. Et c'est là où j'ai un bon ami, un allié, je te dirais, à l'ETS, qui est un programme coopératif. Il y a un directeur de stage qui m'appelle Mhm. quand j'étais au mois de novembre, puis il me dit, Martin, il dit, écoute, je sais que tu es au cégep, mais il y a une compagnie à Montréal qui cherche des programmeurs, puis j'ai pensé à toi, puis ils ont des gros projets. J'aimerais ça que tu ailles faire l'entrevue. Fait que il me donne Ok. l'adresse, il me donne le nom de la compagnie, que j'ignore, j'ai aucune idée c'est qui. Hmm. Fait que je me présente à l'entrevue au 600 de Maisonneuve. J'arrive dans des bureaux, puis la compagnie, c'est Arthur Anderson, qui est devenu par la suite Accenture, qui est une des plus grosses compagnies de conseil au monde. Hmm. Il est fin, J'avais ton aucune ami? idée.
Ben, lui aussi, je pense pas qu'il avait aucune idée là, où ce qu'il m'envoyait. Mais bref, j'ai été envoyé sur des projets par la suite partout au monde. Je dis dans le monde entier. J'ai travaillé en Angleterre, j'ai travaillé en Allemagne, Oh, aux wow. États-Unis, un peu partout, de San Francisco jusqu'à des villes excitantes comme Cleveland. Et là, je suis sarcastique. Mhm. Mais donc j'ai eu une belle trajectoire corporative. Puis après ça, chez Bell Canada, chez CGI, jusqu'à temps que je parte ma propre compagnie en 2005, Mhm. que j'ai vendue récemment, il y a quelques années, à une société française. Mhm. Euh, c'est ça. Donc, ça a été mon expérience corpo jusqu'à ma passion du whisky aujourd'hui. Wow. Fait que ça commençait avec une game de trous de cul, puis Une avec game de des trous de cul chums. dans la cafétéria du cégep Antique. Oh, wow, c'est malade. Puis C'est pas après, des choses eh oui, c'est où malade. ça t'amène. Puis après ça, ben c'est ça, puis c'est l'esprit de gang aussi, de groupe, puis tu sais, de chum, là, c'est important ça, puis des amis qui t'ont donné des connexions. Puis après ça, Oui. t'as une bonne job, puis là, tu disais que dans la pré-entrevue, tu sais, comme tu plafonnais, tu voulais plus, fait que c'est pour ça que là, t'as créé comme ta compagnie. Ce qui est intéressant au niveau où j'étais rendu avant de fonder ma compagnie, puis il y a eu un concours de circonstances aussi parce que j'ai quitté Accenture juste avant les années 2000 pour partir. C'est la folie des dot-com des années 2000, là, toutes les compagnies Internet. Puis je suis parti pour fonder j'étais le directeur des technologies là, d'une nouvelle compagnie dot-com qui a échoué après 2 ans. Donc, ça a été assez difficile comme expérience. Et par la suite, j'ai été travailler chez CGI. Puis en 2001, la situation économique n'est pas fantastique là, pour les gens en informatique. Hein. Il y a eu un crash boursier, le dot-com crash, comme on l'appelle. Donc, CGI était un de mes fournisseurs pour le centre de données. Donc, les gens que je connaissais là-bas, ils ont dit, écoute, Martin, ça t'intéresse, nous, on a un endroit pour toi, parce que j'avais été mis à la porte, là, et on mettait tout le monde dehors dans la compagnie, là, ça ne fonctionnait pas. Et c'est là où j'étais chez CGI, dans un rôle j'étais directeur dans mon startup, et là, je suis tombé manager chez CGI, et il y avait beaucoup de monde, là. Écoute, on réussi à embaucher des gens fantastiques chez CGI dans ces années-là parce que il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Donc, on allait chercher les meilleurs, ce qui veut dire que la compétition était énorme pour des postes pour monter en grade, si on veut, des postes de direction. Puis à ce moment-là, j'étais dans une super belle équipe, mais je n'ai pas eu les opportunités de croissance que je voulais. Puis j'ai eu une opportunité de partir de ma compagnie, puis c'est là que c'est parti. Ah, c'est bon. C'est beau, ça, justement, de voir, tu sais, oui, tes réussites, mais tes échecs, puis le fait que tu as remonté après, tu sais, tu t'es pas laissé abattre de « Ah, OK, après 2 ans, ça n'a pas marché. Ah, OK, j'ai été mise à pied. Ah, OK, j'ai poché mon cours. » C'est ça qui est beau, la persévérance de « On lâche pas, là, La tu sais. résilience, hein? Ouais. La résilience, c'est pas facile. Puis quand on transpose ça aux jeunes, tu sais, je pense c'est quelque chose que les gens ont besoin d'aide des fois pour passer à travers des étapes. Puis il y en a d'autres qui ont besoin de moins d'aide. Il y en a comme moi, j'aime ça me mettre dans la marde, là. Un bon Je vais en stress. sortir après. Quand ça va bien, on dirait que j'aime pas ça quand ça va bien. J'aime ça régler des problèmes. Mais je te dirais, c'est un de mes superpowers, c'est la résilience. Ma blonde, elle me dit tout le temps, dis-toi, tu t'arrêtes pas. Il n'y a rien qui t'arrête. Puis ça ne veut pas dire que je trouve ça le fun tout le temps, mais j'aime le défi. Donc, j'aime choisir des fois les tracks les moins faciles qui amènent à des résultats plus souvent qu'autrement extraordinaires. C'est ça, c'est valorisant après que tu aies eu le courage, même s'il y avait une peur que tu aies avancé pareil, là, tu sais. Oui, mais je dis des fois, le succès de l'entrepreneuriat, c'est l'ego, l'ignorance puis la chance. Oui, je t'ai entendu dire ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. L'ego de penser que tu vas réussir ou que tout le monde se plante. Ouais. L'ignorance totale de ce qui s'en vient. Mhm. Puis la chance de rencontrer les bonnes personnes, Ouais. de faire des choix. Tu ne sais pas si c'est le bon choix, là, mais tu fais un choix puis ça amène à un résultat intéressant. Mais c'est pas évident. Même avec les meilleures intentions et les meilleurs efforts, c'est pas tout le monde qui réussit. Là. Mais Ben non, c'est souvent, sûr. la persévérance, c'est ça, c'est juste de continuer. Et je dis souvent que moi, à l'école, j'étais niaiseux. C'est pour ça que j'ai réussi. Je n'ai pas été intéressé plus jeune par la drogue ou Ah non? je sais pas, ça m'intéressait juste pas.
Ah, mais c'est bon, ça. Malgré que tu pourrais dire qu'aujourd'hui, l'alcool est peut-être une déformation professionnelle, là, avec ma distillerie. Mais, euh, mais c'est ça, ça ne m'intéressait pas. Mm. Donc, ou d'autres jeunes, des fois plus allumés, plus jeunes, voient déjà les choses intéressantes ou excitantes, les filles, les bars, l'alcool, la drogue, puis ils se laissent emporter dans des choses qui sont enivrantes un peu. Ouais, des Moi, distractions. j'étais niaiseux un peu, fait que les distractions m'ont moins, j'étais moins attiré par ça. J'étais un peu nerd, fait que j'étais moins dans les gangs cool. Ah, ben tant mieux. De Euh, toute façon, c'est comme de l'énergie extrinsèque. C'est pas, tu sais, ça, c'est des trucs à usage unique, la drogue, tout, tu sais, tout ça, là. C'est que ça reste pas après. Tu construis rien, tu sais. Exact, mais quand tu veux faire partie de la gang, tu veux faire ça, puis encore là, par chance ou malchance, je te parle de mon expérience dans les cadets. Dans les Mhm. cadets, c'est quoi la coupe de cheveux, tu penses? Il y en a pas si t'es toute rasée. Ben, t'es pas rasé, mais les cheveux très courts, OK. right? 1985, nomme-moi les groupes top 1985. The Police, Ozzy Osbourne, OK, les cheveux longs? euh, Iron Maiden, Metallica. Mhm. Les gars, ils ont les cheveux jusqu'en arrière du dos. Mhm. Ça swing ça pour faire du air guitar. Mhm. Moi, j'ai les cheveux courts. Je suis pas cool, là. Ah. Vraiment pas cool. Hmm. Fait que même avec mon coat noir, j'ai les cheveux courts. Ça fitait Donc, pas. Ah. fait un peu off, donc pour une bonne raison. Fait que j'étais pas tout le temps dans la gang cool du secondaire. Mais c'est souvent ça, c'est ceux qui sont pas cool jeunes qui deviennent cool vieux versus ceux qui sont bien cool jeunes ils deviennent plus Ah, cool. j'aurais aimé ça être cool jeune et cool vieux. Oui, Ça aurait non, été le c'est ça. fun. Oui, j'aurais pris les deux. Ouais, J'aurais pris les deux. ouais, tu sais, mais c'est pas de même des vrais amis, là. C'est pas à cause que t'es cool que c'est des vrais amis. Les vrais amis, ils s'en foutent que t'as un sac de poubelle sur la tête, là. Tu sais. Ouais, ben, j'ai encore des amis avec qui que j'ai fréquenté au secondaire, mais eux autres aussi, ils avaient les cheveux courts. Non, c'est ça. C'est des vrais. Exact. Ah, puis tu disais, j'avais écouté dans une autre de tes entrevues, tu disais que ta grand-mère, toi, elle a tout le temps été là, que ça t'a vraiment aidé durant tout ton parcours, que t'aies comme un pilier solide d'amour, parce que c'est pas transactionnel, là. Ça, c'est là pour Non. vrai, pour rester pour toujours, là, tu sais. Ça, c'était vraiment intéressant. C'était un peu comme mon port d'attache. Quand le bateau dérivait, là, je pouvais rebondir chez elle Hmm. pour une couple de semaines, une couple de mois, puis après ça, ben, ça repartait mon affaire. Fait que ça a tout le temps été a tout le temps été là pour moi dans ces moments-là où ma mère était prise avec deux jeunes enfants Hmm. euh, sur le bien-être social. OK, ah ouais, elle a Tu vécu le sais, bien-être essayer de social. rejoindre les deux bouts. Ouais, ouais, c'était pas top, là, tu sais. Euh, donc, tu sais, puis elle restait dans le nord. Hmm. Fait que, tu sais, juste se rendre chez elle, chez ma mère, c'était difficile, tandis que mes familles d'accueil étaient plus à Montréal. Hmm. Ma grand-mère demeurait à Montréal, donc elle avait une petite chambre où je pouvais Oh, wow. être là. Donc, c'était vraiment ça, mon port d'attache, où je pouvais atterrir là à la dernière minute, puis il y avait tout le temps un repas sur la table, un support, des fois une coupe de sous que je lui remettais Ah, t'es fin? quand je me mettais dans l'arbre. Oh, oui, puis je pouvais lui emprunter quelques dollars, puis je pouvais quand j'étais en retard pour mon loyer ou j'avais fait une mauvaise décision financière, là, elle pouvait m'aider. Ah, c'est le fun, ça. C'est comme essentiel, on dirait, d'avoir comme un point d'ancrage à quelque part, justement, pour se grounder, là. Oui, oui. Des fois, ça vient des endroits qui sont pas nécessairement la famille, là, mais Non, moi, ça a été ça. ouais, c'est ça. OK, OK, nice. Puis, tu me dis que tu as vécu des foyers d'accueil, des familles d'accueil. Tu en as fait 5, Oui. puis que c'était pas une expérience là, top top. Là. Moi, mettons là, que je voudrais devenir famille d'accueil. Là. C'est quoi que tu me donnerais comme conseil? C'est quoi pour toi? C'est quoi t'aurais aimé ça avoir comme bonne famille d'accueil? C'est quoi qu'il faudrait que je fasse ou que je dise aux gens ou que les auditeurs fassent comme, ben moi, je veux vraiment être une bonne famille d'accueil. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le jeune, tu sais? Wow. C'est vraiment une bonne question. Puis je connais des gens qui sont des familles d'accueil, puis je peux observer, eux, leur comportement. Là, puis c'est ça que je pourrais te parler. Mm. C'est des gens, il faut vraiment qu'il y ait je te dirais, un match entre la personnalité des gens de la famille d'accueil, pas nécessairement la personnalité du jeune, mais de vouloir vraiment aider ce jeune-là puis continuer avec lui à long terme. Puis c'est souvent cette relation-là à long terme qui peut aider, puis de la patience, parce que ces jeunes-là sont fripés, là, Mm. sont maganés. Après
parce que leur confiance envers les adultes, elle est scrap. Là. Ils n'ont pas confiance. Donc, gagner cette confiance-là, il faut comprendre que le jeune, puis moi, je ne suis pas psychologue, là, mais il y a un mécanisme de protection que moi, j'ai eu longtemps où tu ne fais pas confiance, tu ne veux pas t'attacher, tu veux garder ça superficiel parce que tu sais qu'après une couple de fois, que tu peux trouver tout ton stock dans un sac de vidange, dans le char de l'intervenant, puis te retrouver ailleurs. Donc, ces jeunes-là sont, en tout cas, moi, je parle pour moi, là, j'étais poqué, là, puis tu te fais une carapace parce que tu te dis, OK, c'est intéressant, là, mais si je commence à aimer ça un petit peu trop ici, je vais me faire blesser encore parce que je vais switcher d'endroit. Il y a le contexte aussi parce que les parents, souvent, sont encore dans le portrait. Ils ne sont pas morts, les parents sont encore là. Donc, j'entends des histoires où les amis que j'ai, ils ont un jeune autochtone. Ben, lui, ses parents, c'est plus sa mère qui est en réadaptation. Fait que quand elle sort, ben, elle veut voir son jeune. Fait que ça amène aussi ce qui est normal, là, ça amène un dérangement un petit peu dans la routine familiale de ce que ces gens veulent faire. Souvent, ce n'est pas les gens les plus en santé non plus. C'est santé mentale ou santé physique ou problèmes particuliers. Donc, il faut être prêt à faire face à ça, à que le jeune ait de la misère à l'école, qu'il faut rencontrer la directrice ou le professeur, ou parce qu'ils ont frappé ou ils ont fait des choses dans le cours d'école. Puis ça, c'est pas une histoire... souvent, pas souvent, mais j'ai l'impression des fois que les gens se disent je vais être famille d'accueil, je vais me donner, et ça va être beau, puis ces jeunes-là, je vais les faire grandir dans la vie. Puis là, ben, ils se font appeler par le directeur parce qu'il s'est battu. L'histoire vient de changer. C'est ça, c'est pas tout repos, là. Non, c'est pas tout repos. Il faut être prêt, je te dirais, à ça, puis que c'est... Souvent, les gens, ce que j'entends, ils veulent le faire pour eux, pour donner. Il faut le faire pour les jeunes. C'est ça. Il faut se trouver quelque chose là-dedans. Donc, il faut être prêt à ça. Que c'est vraiment, c'est pas comme je donne une chambre avec puis des câlins, là, il y a une implication réelle sur le terrain là, pour faire tout ça. Puis je pense que les gens de la DPJ le font bien là, à sélectionner les familles d'accueil. Mais c'est ça, si tu veux devenir famille d'accueil, attache ta tuque avec de la broche. C'est ça, attelle-toi parce que... Challenge ahead. C'est ça, le but, c'est... Parce qu'eux autres, ils voient ça comme aussi... C'est comme une entreprise, c'est comme travailleur autonome, là, famille d'accueil, tu sais. Mais il faut voir ça comme tu veux d'être dans la vie de ce jeune-là avec son sentiment d'attachement qui va devenir sécure, tu sais. Parce que moi, dans ma tête, si je veux devenir famille d'accueil, c'est comme ça va devenir un lien pour toute la vie, là. C'est pas, tu sais... Fait que si la personne, elle se met dans cette optique-là, ben ça favorise le lien de confiance, puis le respect, puis, tu sais, ça prend de la patience beaucoup, là, comme tu dis. Et c'est possible que les jeunes te soient enlevés aussi. Ah, ben leurs parents reviennent dans le portrait. Fait que là, tu as tout donné, puis là, ça fait mal là, de dire OK, j'ai aidé ce jeune-là. Puis là, ben, t'appelles, ben, j'en ai un autre pour toi. Tu dis, Marie-Pierre, j'en ai un autre, là, tel âge, puis là, tu as des critères, là, ce que tu veux toi aussi ou tu veux pas avoir. Non, fait que c'est pas évident. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Je te dirais, je suis mal placé pour te donner des conseils parce que moi, je me sens pas, tu vois, je me sens pas assez fort pour être famille d'accueil. Je le ferais pas. Il faudrait pas qu'il y ait de roulement. Tu sais, moi, il faudrait pas qu'il y ait de roulement, justement, comme tu dis, là. Tu sais, c'est comme... Il va en avoir. Oui, non, c'est ça. Si tu veux pas, il va en avoir. Fait que ça, c'est difficile. Puis moi, je te dirais, ça m'a pris du temps avant de me réimpliquer dans une fondation, quelque chose lié. Puis là, je t'en parle quand même de façon ouverte. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait peut-être 5-6 ans là, que je suis capable d'en parler comme il faut, imagine. Tu sais, ça a pris jusqu'à l'âge de 50 ans là, pour dire que je suis correct d'en parler sans trop d'émotion. Oui, c'est ça. Fait qu'imagine. Imagine, là, ces jeunes-là. Adulte, là, c'est un entrepreneur. Oui, ouais. C'est ça. Fait que, c'est pas facile. Ben non, c'est ça, ça prend beaucoup d'amour. J'admire ceux qui nous écoutent, qui veulent donner famille d'accueil. Laissez-vous pas intimider par ce que je viens de dire. C'est fantastique ce que ces familles-là font. Là. Puis même les familles d'accueil où j'ai été, qui étaient un peu plus transactionnelles, c'était quand même un toit pour moi qui m'a permis de grandir là-dedans aussi. Oui, c'est ça, c'était comme un lieu sécuritaire. Même si c'était neutre, au moins c'était sécuritaire. Quand même sécuritaire, absolument. Oui, c'est ça. Puis toi, tu as des enfants aujourd'hui? Oui, j'ai un beau garçon de 13 ans aujourd'hui. Oh, bonne fête. 13 ans.
Puis, et ma fille qui va avoir 18 ans en septembre. Oh, wow. Donc, C'est le fun, ça. deux beaux enfants. Très, Mm. très contents. Eh oui. Puis c'est quoi, toi, t'as voulu leur léguer, que tu trouvais ça tellement important que toi, t'as pas eu? Wow! Wow! Ça, c'est une bonne question. Puis, tu sais, on bâtit tout le temps, l'éducation de nos enfants, on le fait par rapport à ce que nous autres, on a vécu. Puis moi, mes objectifs, si on peut appeler ça des objectifs là, dans l'éducation de mes enfants, c'est de les rendre autonomes. Mhm. Euh, donc, l'autonomie, la responsabilisation et m'assurer qu'ils soient capables de réussir dans la vie avec leur personnalité à eux. Mhm. Donc, avec tout l'amour qu'on leur donne et tout ça, à la fin, il y a un peu de tough love. Là. Surtout aussitôt qu'ils arrivent vers 10 ans, 11 ans, là, la job est faite. Là. Mhm, mhm. La job est faite. Tout ce qu'on fait, c'est on les regarde aller, puis on met une petite tape à gauche, une petite tape à droite. Mhm. Mais les jeunes, la majorité de l'éducation de base, là, elle est faite. Fait que c'est super important en jeune âge d'inculquer ça. Puis je te dirais, je suis pas mal content. Pas mal Ouais. content, je les regarde aller. Avec chacun leur personnalité, puis je pense que je peux dire mission accomplie. Ben, good job. C'est quelque chose d'élever des petits humains, là, tu sais. Oui, C'est pas rien, oui, là. oui. C'est beaucoup Oui. de temps. Puis ils ont été chanceux, ces enfants-là, au niveau des ressources matérielles, puis au niveau de l'amour des deux parents. Mhm. Moi et ma blonde, on est vraiment en tête. Mhm. Puis eux, ils ont grandi ils continuent de grandir dans une liberté, puis une facilité au niveau des ressources. Mhm. Mais nous, il y a des valeurs qui ont toujours été essentielles. Le respect. Mhm. Le respect. On va au restaurant avec eux autres, ils soient leur assiette, c'est merci beaucoup. Puis ils n'ont pas le choix. Le ton et l'attitude, nous, c'est primordial. Puis, pas évident aujourd'hui avec être parent avec les médias sociaux, les Mhm. électroniques, les téléphones. Ouais. Nos jeunes, ils ont tous le téléphone aujourd'hui. Là. Mhm. Sont à l'école, dans l'autobus, et on les voit des fois les comportements qui dérivent, puis c'est important de les ramener. Puis nous, des fois, le téléphone, ben, il passe le week-end dans le tiroir. Mais c'est bon, parce que Toutes c'est les ça la vraie vie. électroniques passent le week-end dans le tiroir. Pas de TV, pas de tablette, pas de téléphone. Va dehors, va trouver tes amis, va cogner à la porte. Ben oui, Fait mais que c'est ça la vraie vie, tu sais. Oui. Il y a rien de Oui, mieux fait que ça. c'est important. C'est important de rester ferme dans l'éducation sur des valeurs qui sont importantes pour nous. Ah, ben c'est le fun, ça. Ben oui, parce que, tu sais, la vraie vie, là, tu sais, c'est injuste, c'est tough, c'est un monde de lions, tu sais, je veux dire. Fait que c'est important, justement, comme tu dis, que tu veux qu'ils soient autonomes, puis c'est du tough love, mais c'est quand même la base, là, parce que la vraie vie, c'est pas mal plus tough que ça, là, tu sais. Absolument. Absolument. Oh, Puis wow. même quand tu as des ressources financières qui sont là, les valeurs, c'est ça qui fait la différence. C'est parce que Oui, carrément. Carrément. C'est ça que je trouvais beau, justement, de ta condition financière, que t'aurais pu, là, comme tu disais, aller prendre une vraie retraite sur un bateau avec des... Tu sais, tu peux faire que ça quand même, mais t'as décidé de... à vrai dire, Marie-Pierre, tu peux pas. C'est une fausse conception. C'est super intéressant que tu dises ça. OK? Parce que, disons, là, demain matin, là, tu hérites d'un gros montant d'argent. Là. Ouais. Mais là, j'ai des enfants. Là. Ouais. Eux autres, là, au secondaire, Faut qu'il y ait à ils se l'école. lèvent le matin, puis ils vont à l'école. Ouais. Fait que tu peux pas partir en République de banane pour la semaine sur un voilier. Faire l'école à la maison, Puis, non? À payer un prof sur Internet, puis... non, ils ont leurs amis, ils veulent rien savoir. La game de basket, le flag football, ils veulent pas rester avec les parents, ils veulent être à l'école, ils veulent être avec leurs amis. Ils ont des activités, c'est le ski de l'hiver, puis la vraie puis vie, là. l'été, le chalet, puis les amis. Ils veulent qu'on soit là. Tu sais, des vacances, c'est une semaine. Après ça, ils ont hâte de revenir à la maison, là, voir leurs amis. Fait que t'es pas libre. Tu sais, nous autres, moi et ma blonde, on trouve 10 jours par année quand l'école est commencée, en septembre, octobre, puis c'est là qu'on part. Ben, après ça, il faut revenir. Tu sais, tu peux pas t'en aller de même. Ça marche pas. Mhm. C'est une fausse conception. Après ça, tu as tes amis. Tu sais, partir tout seul, c'est le fun. Un bout, mais tu as des amis, mais tes amis, eux autres, ils travaillent. Mhm. Mhm. Puis j'ai des gens que je connais qui ont vendu leur compagnie, puis ils ont dit OK, liberté 55. C'est fini, puis je m'éclate. Mhm.
Fait que là, il t'appelle. OK, Martin, on va jouer au golf. Là, tu dis, dude, on est mercredi. Moi, je Je travaille. fais des lunchs, là, je fais des devoirs. Alors, ils font les lunchs tout de suite, puis ils font les devoirs tout seuls. Mais dans le temps, oui. C'est Tu sais, ça. je veux dire, puis un golf, c'est 8 heures de temps. Une game de, tu sais, arrives avant, tu te déplaces, tu joues ta game de golf. Après ça, tu prends un verre, tu soupes. J'ai des enfants à la maison, je dis, je ne peux pas partir une journée. Viens-tu faire du bateau? Non. J'ai des enfants, j'ai le travail, tu sais, je ne peux pas partir comme ça. Donc, si tu décidais demain matin avoir du temps infini, si on peut l'appeler comme ça, mais tu serais tout seul. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de monde autour de toi qui ont Non, c'est ça. du temps infini comme ça à dire j'ai pas d'attachement. Et franchement, se lever le matin et avoir quelque chose à faire, c'est le fun. Je te dirais avoir des problèmes à résoudre. Les humains, on aime ça résoudre des problèmes, faire des casse-têtes, faire des Legos, résoudre des problèmes, faire des sudoku, Améliorer. faire un bac. C'est ça qu'on aime. On aime ça résoudre des problèmes. Quand on a un travail, qu'est-ce qui nous fait triper? C'est on accomplit une tâche. Tu es dans un restaurant, tu nettoies de la vaisselle, tu veux finir la vaisselle. Tu es un cook, tu veux finir l'omelette. On a tout le temps des choses, puis on a un sentiment d'accomplissement. Fait qu'imagine-toi que tu n'as plus de sentiment d'accomplissement. Mais non, tu n'as plus de drogue, tu n'as plus de dopamine parce que là, tu résous pas des choses, tu n'as pas de défis, tu construis rien. C'est pour ça que souvent, les personnes âgées, on va les retrouver focusées sur les affaires qui n'ont pas rapport. Par exemple, ils focusent sur les poubelles. Hein, quand est-ce que les poubelles vont passer? Puis mes poubelles sont-tues à la rue parce qu'il y avait des grosses choses à s'occuper. Puis là, il ne reste plus rien. Il n'y a plus de responsabilité. C'est les poubelles, puis le facteur, il a-tu passé? Il ne reste plus rien. Là. Fait que c'est important de se garder occupé, puis focus à résoudre des problèmes. Puis je te dirais, ça fait cliché, mais le travail, c'est la vie. On aime faire des choses, on aime résoudre des problèmes. Maintenant, ça n'a pas besoin d'être un travail rémunéré, ça peut être d'autres choses. Moi, j'aime ça. Je suis un entrepreneur, j'aime l'entrepreneuriat, j'aime faire des choses, puis me dépasser. Effectivement, j'aurais pu... je pense pas que j'aurais pu juste arrêter. T'aurais eu moins de fun. J'aurais pas pu. J'aurais pas de fun dans tout. C'est ça. Puis là, t'as parti. Dans le fond, là, t'as vendu ta compagnie que c'était comme Info Nuagique. Je connais pas trop ça, là. C'était plus techno. Oui. Puis là, t'es tombé sur le ground, là, la terre, la boîte, Tu sais, là, parle-moi donc de ça, ta nouvelle passion. Ta nouvelle passion. Oui. Ma nouvelle passion, c'est de faire une série du grain à la bouteille. Puis je te dirais, j'avais l'autre business déjà quand j'ai commencé. OK. Parce que l'autre business allait super bien. Puis j'avais mon directeur des opérations, mon VP opérations, puis il est devenu directeur général. Puis l'opportunité de vendre est arrivée par la suite. Donc, c'était un concours de circonstances intéressant. Okay. Donc, le nouveau directeur général, il continue avec la business informatique. Puis je me servais de ça, des ressources pour partir mon projet. Donc, lorsque les Européens sont arrivés pour faire l'acquisition de la compagnie, pour la joindre au groupe, je dis, bon, je vais pouvoir me concentrer un peu plus sur le projet de la distillerie. Mais j'ai commencé, c'est un peu une expérience post-COVID où on avait de la problème avec nos chaînes d'approvisionnement, on avait de la misère à avoir des fraises, des tomates, des produits qui arrivaient d'ailleurs. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de camions qui venaient de l'extérieur du Canada ou de l'extérieur du Québec pour nous fournir du stock. Tu te souviens des problèmes de papier de toilette, là. J'en pensais qu'il n'y aurait plus de papier de toilette. Moi, j'avais un bidet, j'étais bien correct. Et voilà, you're all good. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Un retour à la terre. Puis là, j'ai commencé à regarder différents modèles. Puis, j'ai un chalet à Alzed, en Estrie. Je regardais autour, est-ce que je pourrais acheter une terre? Qu'est-ce que je pourrais faire? Puis, je regardais les légumes, faire des serres. Puis après ça, j'étais un tripeux de scotch. Puis, j'étais en Écosse pour mon 50e anniversaire. Puis, on voulait ramener un baril, puis ça n'avait pas fonctionné. Puis, on va faire du whisky. On va y faire nos barils, nous autres. Et on va y remplir nos barils. Puis là, j'ai commencé à regarder des terres avec une bonne source d'eau, avec des terres qui pourraient supporter l'agriculture pour faire pousser du grain. Et donc, j'ai acheté une terre. Puis après ça, j'ai trouvé des équipes pour cultiver la terre, acheter de l'équipement pour cultiver la terre pour les gens qui cultivent la terre. Après ça, trouver des gens qui comprennent bien la distillation, en apprendre un peu plus, designer toute cette affaire-là. Le construire,
la mise en production. Puis maintenant, bon, on a commencé à produire nos premiers whisky, nos premiers barils en décembre 2024. On est déjà rendu à une 50aine de barils. Puis on continue. On va dire, je prends la voiture ce soir, puis je m'en vais là-bas là, pour wow. la prochaine distillation demain matin. Là. Oh, wow. J'aimerais ça aller visiter quand même un moment donné, là, quand que... On n'est pas encore ouvert au public. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais parce qu'on a, tu sais, le whisky, c'est 3 ans en baril. C'est ça, c'est un projet là, de patience, là. Oui, il faut être patient. Puis moi, je ne suis pas toujours patient. Fait que ça aide ce petit côté-là de ma personnalité à travailler ma patience. Je suis pas patient. Donc, 2028, les premiers whiskies. Puis, ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts. Hein, on va les goûter, mais s'ils ne sont pas prêts, ils vont retourner en baril. On va attendre encore un peu plus. Fait que c'est un projet assez cool. Ben vraiment. Puis sur ta chaîne YouTube, justement, t'expliques plein d'étapes, plein de processus. C'est vraiment beau à voir, là, tu sais. Puis t'apprends en même temps, puis fait que c'est le fun, là, tu sais. Oui, tout le côté éducationnel, moi, je trouve ça super intéressant, puis d'informer les gens, de comprendre c'est quoi le produit. Puis ça bâtit des followers, des gens qui suivent le projet. Comme ça, quand on va lancer, on a des gens, on va avoir des consommateurs qui vont être prêts à recevoir notre produit. Ben oui, c'est ça. Puis tu vas pas juste faire du whisky, là. Tu avais dit que tu avais planté des arbres fruitiers, puis que tu pouvais faire des liqueurs, puis que là, y avait-tu quelque chose là que tu as sorti ou que tu vas sortir là en lien avec... On essayait de sortir un produit pour Noël. On a manqué le deadline avec la SAQ. C'est quand même assez tight. Puis pour différentes considérations logistiques, on n'a pas pu le finir à temps. On a une belle recette d'un produit qu'on est en train de fabriquer, une belle liqueur. Fait qu'on va continuer de finaliser notre recette. Puis on va la soumettre pour une vente locale, là, pour SAQ local autour, probablement début de l'année 2026. Mais c'est des processus qui prennent du temps pour lancer ces produits-là. Mais la terre, écoute, on l'utilise. J'ai planté ça, c'est vrai, c'est moi qui les ai plantés. Là. Ah ouais, avec le semoir peut-être? Des pruniers. Non, des pruniers. OK, la terre, les arbres, OK. Avec des prunes, on fait du schnapps. Hein, on fait des eaux de vie de prunes. Okay. Mais ils sont tout petits, mes pruniers. Ils ont peut-être 10 pieds de haut, donc on va attendre encore d'années. On a planté l'an passé des genévriers et d'autres fleurs dont les racines sont utilisées pour faire des gins. Hein. Donc, il y en a beaucoup trop de gin au Québec. Fait que ce n'est pas un produit qu'on lancerait nécessairement vente à la SAQ, mais probablement sur place. Donc, on veut faire un super bon gin. Donc, on prend nos ingrédients, ça va être nos genévriers, la coriandre, on veut la planter dans nos champs pour récolter de la coriandre, pour avoir tous ces arômes-là locaux de la vallée de la Missisquoi, qui se trouve être autour du village de Nelsonville. Donc, c'est ce qu'on veut faire, aller chercher le terroir. C'est ça le terroir. Hein? Quand on va chercher les arômes, on va chercher ce qui sort de la terre pour créer un produit. Donc, c'est très artistique aussi. Ben oui, créatif. Puis tu valorises la terre ici, québécoise, puis tu vas enrichir, tu sais, les gens aussi, puis c'est festif, là, l'alcool, puis le partage. Puis, tu sais, c'est rassembleur. C'est ça. C'est rassembleur. Vraiment. En quantité raisonnable. Oui. Puis c'est unique comme produit, fait que c'est beau, là, tu sais, puis ça va avoir pris tellement de temps, d'énergie, d'amour, puis de considération, c'est beau. C'est un beau projet. Ben oui. Ça va chercher, je te dirais, beaucoup de capacités d'apprentissage que j'ai eu autour de ma carrière pour faire ça. J'ai jamais eu un job qui va chercher autant de mes connaissances pour réaliser de l'électronique à l'informatique, à la chimie que j'ai jamais bien aimé, puis la chimie organique, c'est super tough. Donc, j'aime apprendre. J'en ai pour mon argent. Oui, c'est ça. Puis tu t'entoures des bonnes personnes aussi, veux pas, là. Tu sais, t'es pas toute seule là-dedans, là. Fait que c'est ça qui est le fun. Non, pas du tout. Il faut avoir des gens qui connaissent ça. C'est la clé, s'entourer des experts, puis de gens motivés et qualifiés. Puis des gens qui veulent apprendre aussi. Oui, on n'est jamais parfait, là. Tu sais, l'attitude, c'est important. Vraiment, vraiment. Puis, il y a une chose, moi, qui m'a marqué, là, quand je faisais des recherches, là, sur toi. Ça disait, tu sais, mettons, quand tu vas faire ton épicerie, là, que tu as tout le temps un petit quelque chose quand tu vas payer, même si, tu sais, tu disais que tu pourrais acheter l'épicerie au complet, tu sais. Ouais. Puis à la fin, évidemment, c'est des traumatismes qui reviennent toute ta vie parce que, tu sais, quand tu
es tout seul à gérer ton budget. Je l'ai appris à l'azur comme ça. J'avais ma règle du 1$, ça coûtait plus qu'une pièce, je ne l'achetais pas. Ou la règle du 2$, je me souviens plus, il y avait de l'inflation OK. un petit peu pour faire ton épicerie. Puis des fois, tu arrives à la caisse, ta carte de débit ne passe pas. Fait qu'il faut que tu enlèves quelque chose. C'est vraiment, c'est humiliant. Là. Ouais, c'est Quand ça. tu as des gens derrière toi, puis il faut que tu enlèves ça. Puis ça m'a beaucoup touché. Mm. Puis à la fin, je l'ai tourné en positif dans le sens où moi, c'est ma mesure du succès, que je peux acheter ce que je veux à l'épicerie, puis je n'ai pas besoin d'y penser. Je te dirais, je pense de moins en moins, là, mes cartes, ils passent pas mal à cette heure, Marie-Pierre, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, oui, c'était, moi, la mesure du succès, c'est d'aller à l'épicerie puis d'acheter ce que je veux. Ouais, la Tu n'as pas besoin base. d'acheter n'importe quoi. Ça veut dire que tu peux décider de ce que tu veux manger, tu peux le mettre dans ton panier, puis tu peux le payer à la sortie. Puis c'est un privilège. C'est pas tout le monde qui sont dans cette situation-là. Non. Puis moi, je le réalise encore. Ouais. Je le réalise encore. Fait que c'est important. Puis moi, je suis content d'arriver puis de dire, ouais, j'ai réussi ça. Mais il y a des gens qui ont différents barèmes de bonheur ou de succès. Moi, c'est le mien. Ouais, mais la c'est barre beau. est basse, comme on peut dire. Fait que tout le reste, c'est un niveau bonus. Ouais, mais c'est Je ça suis qui est heureux. beau. C'est ça Je suis heureux. pour toi. C'est ça le bonheur. Tu sais, je veux dire, la base. Exact. Fait que tu sais, t'as plus le bonheur facile que quelqu'un que pour lui, sa barre est vraiment plus haute. Fait que là, c'est... Exactement. Puis, tu sais, et c'est ça. Souvent, tu as des gens qui vont grandir dans un milieu très favorisé, qui vont toujours rechercher les what's next pour mon bonheur, ou aller plus loin. Moi, le mien est simple. C'est ça qui est beau. Puis aussi, tu me disais que tu as tout le temps... Parce que, tu sais, les jeunes sont beaucoup stigmatisés, les jeunes de la DPJ, là. Puis que toi, tu as porté ça longtemps, cette espèce de honte, là. Mais, tu sais, moi, dans ma tête, Puis, c'est pas de la faute aux jeunes, là. Fait que je me dis, comment ça que les jeunes, tu sais, ils se tapent autant sa tête, ils se sentent autant pas assez, tu sais. écoute, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais moi, plus tard, ce que j'ai trouvé, comment ça s'appelle, c'était le syndrome de l'imposteur. Parce que tu ne penses jamais que tu es bon ou tu ne penses pas que tu es assez bon. Puis, même si tu réussis, tu ne sais pas que tu as réussi ou tu ne penses pas que tu as vraiment réussi. Tu penses que tu as triché. OK. Tu penses que tu ne mérites pas d'être là. Mm. Fait que quand tu as un job, tu dis, ils vont me pogner. Il y a quelqu'un qui va réaliser que je n'ai pas d'affaires là. Ils vont me trouver. Puis des fois, ça peut être self-fulfilling. C'est-à-dire que tu vas agir d'une façon que tu vas te faire pogner, puis ils vont dire, hey, tu n'as vraiment pas d'allure, puis va-t'en d'ici. Mais pour moi, ça a été cette crainte-là. Puis même avec mon plus gros emploi, à la fin, quand je travaillais chez Accenture, j'avais peur de dire, tu sais, t'es là, puis tu livres un projet, puis là, tu dis, oh my God, tu sais, c'est parce qu'on, c'est pas vrai qu'on donne tout le temps son 110%. Là. Des fois, il y a des matins qu'on est moins de bonne humeur ou on travaille moins bien. Ouais. Là, tu as peur, là, tu dis, quelqu'un qui va me pogner, qui va me mettre dehors. Fait que ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Mais souvent, ce que ça fait de ces gens-là, c'est que tu surperformes pour compenser. Ouais, c'est Mais ça. oui, tu te sens tout le temps l'imposteur, tu as l'impression que tu es caché en dessous de ton uniforme, puis quelqu'un va te découvrir, puis va dire, hey, toi, tu n'as pas d'affaires là, tu ne mérites pas d'être là, ce qui est complètement stupide, mais je te dirais, ce stigmatisme-là reste beaucoup. OK, puis c'est vraiment en Et lien... longtemps. C'est vraiment en lien avec ton parcours de DPJ, puis tu penses que tu aurais eu moins ce sentiment-là d'imposteur si tu n'aurais pas été dans les mailles du système? C'est sûr. Puis, c'est même avec le sentiment gratifiant dans l'armée, parce que dans l'armée, il n'y a pas d'argent. Je veux dire, si tu réussis juste par tes accomplissements, je veux dire, il n'y a personne qui va... Ça n'a pas d'importance la couleur de ta peau ou le langage que tu parles. Il y a une mission à accomplir, il y a des choses à faire, il y a des examens à passer. À la fin, c'est toi qui réussis. C'est pas tes parents. Il n'y a pas de passe-droit. Donc, imagine, même avec ça, même avoir fait dans les cours les plus difficiles qui existent dans l'armée canadienne, qui est les cours d'officier d'infanterie, même là, tu as tout le temps des doutes sur ta performance. Puis c'est quand que ça a tombé, ça, que tu t'es fait « OK, petite tape dans le dos, good job. Ouais, là, j'ai le droit. » Ça a pris du temps. Je devais avoir dans ma quarantaine. Imagine. Quand même, hein? Mm-hmm. Puis c'est-tu le fait que tu aies une femme exceptionnelle qui t'ait supporté, tu sais, le fait que quelqu'un qui soit proche de toi, qui te valorise tout le temps, que ça doit aider aussi, là? Bien, entre autres, tu sais, puis évidemment,
ma blonde, elle ne la pense pas comme ça. C'est moi, c'est mes bébites à moi. Mhm. Puis on était en Floride. J'allais voir des clients, puis ma petite fille avait 2 ans à ce moment-là. Puis mon épouse vient avec moi, puis je vais aller voir mes clients. Puis on était dans un super hôtel. Puis je travaillais peut-être un petit peu trop. J'ai dit, choisis l'hôtel que tu veux. Le prix n'a pas d'importance. Puis, let's go, viens avec notre fille, puis on va avoir du fun. Puis elle a choisi un hôtel de luxe à Boca Raton, en Floride, le Waldorf Astoria, qui est le beach club. Écoute, c'était comme ça coûtait 600$ par nuit. OK. Puis, on était capable de le payer, mais je me sentais mal. Puis à un certain moment, je disais, tu sais quoi? Je le mérite. I belong here. Mm. C'est là, ça a été le clic où j'ai dit, OK, arrête. Là. Puis souvent, dans les hôtels, on était dans des super beaux endroits, je me sentais comme pas à ma place. Mm. Mais finalement, j'ai dit, OK, non. Depuis ce moment-là, pas de problème. Oh, wow. Ben, tant mieux. Ben, justement, tu as travaillé fort, là. Ça a été longtemps avant d'avoir ce clic-là. Mm. Puis c'était même pas une question d'argent, je pouvais le payer. Là. C'était la chambre, puis la suite qu'on avait, c'était pas un problème. C'était pas une question d'argent, c'est une question de ma vision du monde avec l'argent. Mm. Mm. Où je me sentais pas, même avec les ressources, je sentais pas que je le méritais. C'est ça, comme un sentiment d'imposteur, carrément. Exactement, c'est le syndrome de l'imposteur. Ah ouais. Oh, c'est intéressant. C'était ma grosse bébite. Ouais. Mais c'est beau que tu l'aies réalisé puis que tu es capable d'en parler, là, puis de le voir, tu sais. C'était important, ça. Oui, puis après ça, tu peux le détecter chez les gens. Puis ça m'a aidé parce que de bien comprendre ça, plus tard dans ma carrière, tu embauches des gens, puis tu es superviseur, puis tu as des gens qui ont ça, puis tu peux le détecter, puis tu peux dire, hey, ça se peut que tu aies ça. Là. Fait donner une piste à ces gens-là pour essayer de s'en sortir aussi. Ah, ben oui, j'avoue. C'est ben souvent oui. des gens très, très performants C'est et ça. qui manquent de confiance parce que, c'est ça, ils se sentent pas à la hauteur. Ben oui, si tu l'as détecté en toi, c'est vrai que là, tu le détectes en les autres. Puis c'est le fun de se faire valoriser, justement. T'es un bon chef d'équipe, justement, si tu vois ça, puis tu valorises, tu fais non, t'es assez, t'es C'est bon. important. Ah Oui, ouais. c'est important, ça. Oh wow. T'es inspirant. Puis y a-tu quelque chose, toi, que tu souhaites dire, que tu trouves important par rapport à ton parcours, puis par rapport à peut-être les jeunes de la DPJ qui écouteraient, tu sais, qui trouvent ça Absolument. rushant? Puis, des fois, dans mon rôle sur le conseil d'administration, quand j'étais à la fondation, des fois, j'allais parler aux jeunes. Fait qu'on prenait un groupe qui graduait dans le programme de la transition vers la vie adulte, puis on allait leur parler. OK. Puis, je te dirais, je leur parlais de mon parcours un peu, mais à la fin, je leur disais tout le temps la même chose. C'est que il y a des décisions qui sont importantes dans ta vie. Puis, d'après moi, il y en a 3 décisions qui sont les plus importantes dans ta vie. OK. La première, choisir tes amis. Parce que les amis, c'est des gens qui sont autour de nous, qui nous influencent puis qui nous aident. Ou pas. Ou pas. Des fois, il y a des amis. Donc, choisir les bons amis. Il y a des amis qui vont donner de l'énergie. Il y en a qui vont t'en soustraire de l'énergie, qui vont t'amener du drame. Ouais. Le deuxième choix, le plus important, selon moi, ta carrière. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, je ne parle pas ici d'être médecin ou neurochirurgien ou autre. Là. C'est quoi qui te passionne? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ta carrière? Puis ça va avoir un rôle important parce que si tu choisis une carrière que tu n'aimes pas, la vie est assez longue. Là. Vraiment. On a vu des gens dans les usines, là, ça fait 3 ans qu'ils travaillent là, puis ils ont un calendrier qui compte le nombre de jours avant leur retraite. Là, ça va pas bien. Là. Fait que ça, c'est important. Puis je ne parle pas de la nature du travail, je trouve, de faire quelque chose, puis ça peut être un environnement de travail. C'est peut-être pas le travail le plus stimulant au monde, mais une carrière qui va t'intéresser, qui va faire que tu vas être capable de bien vivre. Et la troisième décision, ton conjointe. Parce que ça, c'est la personne qui va être avec toi pour le restant de ta vie, avec laquelle tu vas faire des enfants, élever une famille. Super important. Si ces 3 décisions-là sont bonnes, il y a des bonnes chances que le reste aille bien. C'est ça, c'est des choix conscients, tu sais. Absolument. C'est des choses que les gens ont du contrôle dessus. Oui, on contrôle tout ça. Il n'y a rien qui demande des ressources financières. Il n'y a rien de très, très spécial dans ce que je viens de dire. Non, c'est la base. C'est la base, tu sais. C'est la base. Vraiment.
Ah, c'est beau, c'est beau. Fait que toi, t'as été conscient de tout ça jeune ou comme... Parce que t'as choisi une carrière que t'aimais, t'as choisi des bons amis, même si c'était pas cool. Tu sais, t'as choisi une blonde que t'es encore avec, tu sais. Comment, c'est qui, toi, qui t'a pisté vers ça? Bon, écoute, c'est sûr, quand on regarde la fin comme ça, il y a beaucoup de la chance là-dedans. Et comme je te disais, la résilience. Euh, la carrière, j'ai été à l'école puis j'ai fait ce que j'aimais. Mon superpower, c'est que je suis bon à l'école sans étudier fort fort. Fait que je te dirais, encore, je ne veux pas m'enlever le mérite, là, je l'ai fait pareil, C'est ça. mais c'était facile pour moi. Il y a d'autres gens qui vont avoir de la difficulté, là, juste que ce soit de la dyslexie ou du TDAH Ouais. ou autre, qui fait que c'est pas facile d'aller à l'école, même lire un livre. Moi, je lis 3 livres en même temps. J'ai toujours fait ça. Wow. J'ai un livre de fiction, un livre de technique, un autre business. Puis je vais les lire, puis je vais les prendre à gauche, à droite, puis ça passe. Les gens ils rient de moi. Bon, Martin, c'est quoi tes livres que tu as lus ce mois-ci? Puis je vais leur faire des résumés, puis j'ai une bonne mémoire. OK, my Au niveau God. de ma conjointe, et je l'ai rencontrée quand j'avais 30 ans. Ah, ouais. Donc, tu sais, au niveau émotionnel, j'étais pas stable, mon affaire. Là. À 30 ans? Fait, avant 30 ans, Ah, avant 30 ans, OK. ouais, c'était bien, il a travaillé fort, fort, fort. Là. Il a butiné pas mal. Hein? Fait que, tu sais, difficulté de faire des liens, difficulté de rester avec une personne, des relations moins intéressantes. Mais c'est comme tu disais, l'attachement là, de faire confiance à quelqu'un là, quand que, tu sais, que t'es plus poqué, c'est tough, là. Exactement. Fait que c'est pas évident. Donc, des filles gentilles que j'ai pas été gentil, des filles pas été gentilles que j'ai été trop longtemps avec. Il y a les décisions des deux bords qui ont été prises. Mais quand j'ai rencontré ma blonde, ben, j'étais prêt. Le timing était bon pour moi. Moi, j'étais prêt émotionnellement à rentrer dans une relation comme ça. Fait que c'est pas, tu peux pas dire ça, c'est la bonne personne. Puis c'était elle que. Il y a beaucoup de filles que j'ai rencontrées qui auraient pu être la bonne personne aussi. Moi, j'étais pas prêt. Moi, j'étais pas prêt à avoir une relation émotionnelle avec quelqu'un que je pouvais être longtemps avec. Fait que ça, c'est un gage de succès, justement, quand tu dis t'es prêt, puis c'est ça que tu veux, parce que tu sais, c'est de l'engagement. Ça se fait pas tout seul, une relation, là, tu sais. Exact. Ça se travaille. Ça se travaille, oui, surtout quand tu as des enfants, puis tu grandis avec les défis d'élever des enfants. Les décisions ne sont pas toujours les mêmes. Hein? Tu t'entends, mais pas sur toutes. Exactement. Mais non. Les enfants, ça teste un couple. Ouais. Surtout quand on a ma blonde, on est mariés, là, je l'appelle ma blonde tout le temps, mais c'est une carrière, elle a une maîtrise à Polytechnique. Elle aussi, elle a eu sa carrière en même temps que moi. Là. Donc, souvent, tu as des conflits d'horaires. Tu es entrepreneur, puis tu pars dans tes affaires. Elle est super occupée de son côté. Il y a 2 enfants là-dedans aussi. Là. Fait que tout le monde, c'est qui reste à la maison, c'est qui s'occupe de ça, qui va faire le souper. Bon, fait qu'on a développé une belle distribution des tâches qui fait qu'on est capable on passe au travers. Moi, j'étais longtemps single, fait que la bouffe, I'm the cook. Ma blonde, elle la quittait de chez ses parents avec une mère qui ne les a pas laissés rentrer dans la cuisine. Fait que c'est moi qui cuisine. Oh, wow, c'est le fun, ça. J'ai hérité de la job, c'est mon truc. Mais mon épouse, c'est elle qui, les enfants, les rendez-vous, les dentistes, les médecins, toute la logistique autour de ça, c'est elle. C'est très demandant. Puis il ne faut pas sous-estimer aussi la charge mentale que les femmes ont plus que les gars. Je te dirais, moi, je mets la tête sur l'oreiller, je dors. OK. Je pense pas à d'autres choses. C'est comme, je n'ai pas une grande profondeur de ce côté-là. Quand le cerveau est à off, il est à off. Ping, that's it, un vrai gars. Et ce que tu viens comprendre, c'est que ma conjointe, elle, c'est pas comme ça. Là. Elle, ça continue, l'écureuil continue à courir, là, solide. Qu'est-ce qui va arriver? On a ça. Demain, il y a la pratique. On a toute cette affaire-là. Est-ce qu'on a répondu à la fête de petits jeunes? J'ai-tu acheté un cadeau pour la fête de l'autre qui s'en va là? Qu'est-ce qu'on achète à Noël? Moi, j'arrive à Noël. Il faut que j'aie un checklist pour acheter un cadeau à ma blonde. Mes enfants, j'y pense pas. C'est pas mon superpower. Fait que c'est un team. C'est ça, c'est un travail d'équipe, c'est dispatcher selon les forces, puis c'est beau que tu reconnaisses la charge mentale, que tu fasses elle. C'est énorme.
Mais c'est beau, là. C'est ça, c'est que tu valorises là-dedans, tu sais. Ben oui. Mhm. Ben oui, t'as pas ça, ça fait pas un équilibre, là. Il faut que les deux soient là. Puis moi, je suis extrême dans mes passions. Fait que celle-là me ramène des fois, là. Mais c'est correct, ça sert Elle à me ça un ramène sur couple. terre. Toi, reviens ici. Uh-huh. Reviens ici, toi. Uh-huh. Peut-être que tu pousses un peu trop. Fait que c'est cet équilibre-là de pousser. Puis ça me dit, t'es pas supposé être en retraite, toi? Ah non, pas en retraite. J'ai arrêté de dire. Je l'ai dit durant quelques mois. Puis je me suis aperçu que c'était pas vrai partout. Non, hein? C'est pas vrai. Non, non, non. Non, 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 c'est pas vrai. Je suis plus occupé qu'avant. Mais je pense pas, tu penses-tu, je pense pas que tu es un style de personne qui va être à la retraite, qui va se bercer, puis qui va regarder les chars passer, puis rien faire, là, tu sais. Non, non. Mais j'ai des activités que j'aime faire pour relaxer, mais c'est cette balance-là de. Puis je pense que les moments de relaxation sont balancés avec les moments plus intenses. Oui, ça prend un équilibre. Autour, tu sais. Ouais. Ça, c'est le fun. C'est vraiment excitant. D'avoir l'intensité du travail, de résoudre des problèmes, d'accomplir une tâche. Puis je te dirais, ce qui est plus difficile pour un entrepreneur, tu sais, que tu vois, tu sais, moi, je dis mon rôle, c'est que je monte en haut du mât du bateau, puis je regarde en avant avec mes lunettes d'approche pour voir ce qui s'en vient. Okay. C'est que tu visualises beaucoup le futur pour le réaliser. Avec un entrepreneur, c'est ça, tu vas visualiser le succès, tu vas visualiser l'objectif à atteindre au point où je le vois d'une façon très claire. Dans ma tête, moi, dans 3 ans, c'est déjà réalisé. Ouais. Fait que quand j'y arrive, ça enlève un petit peu du punch parce que tu dis, ben, les gens sont tout excités. Waouh, t'as fait ça, mais dans ta tête, ça fait 3 ans que t'es là. C'est ça. Moi, je le vis déjà, là. Je vis dans le futur. C'est ça, t'es rendu ailleurs. Tu vas l'avoir, puis tu vas être déjà rendu ailleurs, tu sais, dans ta vision. Parce qu'aujourd'hui, tu tisses tous les morceaux pour accomplir cet objectif-là. Ça n'arrive pas nécessairement comme tu le veux, mais aujourd'hui, tu sèmes, hein? On parle d'agriculture, on sème les graines de ce qu'on veut faire. Fait que moi, je vois déjà, oui, il y a des problèmes aujourd'hui, mais je les vois comme toutes des choses qui sont possibles à résoudre pour atteindre l'objectif. Puis je ne vais peut-être pas l'atteindre de la façon que je voulais initialement, mais je vais toujours trouver une façon de faire les choses pour arriver à l'objectif final. Fait que c'est ça, c'est un peu un curse là, de jamais être satisfait à la fin où tu n'es pas totalement excité là, du résultat parce que tu es excité durant des années de ce que tu vas faire. Fait que c'est ça. C'est un peu c'est ça, les entrepreneurs. Mais c'est ça qui est beau, c'est que tu vises à quelque part puis que tu avances vers là. Tu sais, c'est ça qui est beau, malgré les distractions, malgré le trouble, les défis. C'est que c'est cette espèce de mouvement-là vers l'avant, tu sais, qui est beau, qui est inspirant, que, tu sais, c'est pas tout le monde parce qu'il y en a qui n'ont pas de vision, ils savent pas où aller, fait que là, ils perdent leur énergie, ils perdent leur temps, des distractions puis tout. Fait que, tu sais, le fait que toi, ton laser, il est focus, tu sais, c'est ça que ça donne de l'énergie. C'est de se projeter. Ouais. Puis la route, puis j'aime bien le dire en même temps, c'est que la vie, c'est pas une destination. La vie, c'est une route. Fait qu'il faut apprécier la route aussi. Fait que des fois, c'est important de s'arrêter, de dire, OK, c'est beau, là, on a un objectif, mais c'est de garder le focus que, oui, je veux m'en aller là, mais la route, elle peut être le fun aussi. Là. C'est ça. Fait que c'est d'apprécier la route, puis le chemin qui t'amène là, puis d'apprécier les moments plus difficiles ou plus agréables en chemin vers l'accomplissement. Parce que, puis moi, je peux te le dire, l'accomplissement de la liberté matérielle est une chose, mais ce n'est pas une fin en soi. Pas nécessairement, il n'y a pas un moment où tu dis, on le voit dans des films comme les bougons, des gens qui gagnent des gros billets de loto. Ça change. Ça change des aspects monétaires, ça change des aspects de confort, mais à la fin, c'est pas la fin. Là. Non, c'est ça. C'est la route qui est intéressante, les relations, les gens, les expériences. Ça. Les choses qui ne s'achètent pas, ça vaut plus cher. Tu sais. C'est pas l'acquisition du bien matériel. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Ça, moi, j'ai reçu c'est fun, don't get me wrong. Non, je sais. Cool, les belles bébelles. Oui, non, c'est sûr. La bonne bouffe, le bon vin, le bon scotch, les belles voitures, c'est vraiment cool. Ben oui. Mais tu vas triper durant 2 semaines, puis après ça, c'est une voiture qui t'amène du point A au point B. Elle est confortable, c'est vraiment cool, mais elle fait quand même du point A au point B. C'est ça, mais c'est beau, c'est ça qu'elle fait sa job. C'est ça. C'est beau, ça, que tu sois groundé sur Terre, puis moi,
c'est ça, je trouve ça cool que les jeunes, ils vont pouvoir t'écouter puis faire comme, OK, il y a tout eu qu'est-ce que, normalement, la normalité de la société dit, pour réussir, il faut tel. Mais tu sais, il y a des recherches scientifiques, là, qui ont prouvé que c'est pas le chiffre à chaque année qui rend heureux, tu sais. C'est souvent la comparaison entre les autres. Tu sais, de gens, Les gens se comparent beaucoup. Ouais, c'est les gens ça. se comparent beaucoup. Non, mais ça fait mal. Puis les médias sociaux n'aident pas là, de voir des influenceurs. Puis souvent, c'est même pas vrai. Là. Ils vont s'en aller en avant d'une voiture de quelqu'un d'autre ou je pense qu'il y a un jet privé quelque part où tu peux te faire prendre en photo dedans. Il n'y a même pas de moteur dessus. Là. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas se laisser influencer par toutes ces choses-là. Puis ce qui est le plus important, c'est les amis. C'est les amis, c'est le groupe d'appartenance. C'est ça que j'ai le plus de plaisir. C'est avoir du plaisir avec les amis puis résoudre des puzzles. Donc, pour moi, c'est créer une entreprise qui va faire du whisky. Mais c'est ça, des choses qui sont intéressantes. Ben c'est le fun. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec moi, avec nous. Pierre, ça me fait plaisir. C'est vraiment inspirant. Merci. Puis je te souhaite du beau whisky, des belles récoltes, là, parce que là, c'est quoi t'as ressemé, là? Parce que là, tes champs sont pleins, là, c'est sûr. Vous avez sûrement semé des grains, là. On a semé, nous, on sème à l'automne. Hein, c'est des céréales d'automne. OK. Parce qu'on est biologique, fait qu'on veut se donner des chances que ça pousse plus vite que les mauvaises herbes. Okay. Donc, on a de l'orge et du seigle cette année dans nos champs. Ah, c'est merveilleux. Si tout va bien récolter à la fin. Puis c'est quand qu'on va pouvoir éventuellement visiter là, ta distillerie? Écoute, dans plusieurs années encore. Autour de 2028 probablement. Okay. Bon, on peut checker ta chaîne YouTube en attendant, là. La chaîne YouTube, le site web Distillerie des Cantons qu'on est en train de refaire, donner plus d'informations puis plus de contenu. Oh wow! Ah ben parfait, on va aller regarder ça. Ben merci beaucoup. Merci Marie-Pierre. À la prochaine. Au revoir.